Les manuels d'histoire nous offrent souvent une vue d'ensemble des événements humains, mettant en lumière les personnages éminents et les faits marquants. Pourtant, dans la vaste fresque du passé, il existe de nombreuses facettes fascinantes et méconnues qui trouvent rarement leur place dans l'enseignement traditionnel. Cette vidéo révèle 20 faits historiques de ce genre, invitant les spectateurs dans un monde rempli de circonstances étranges, de surprises délectables et de perspectives cruciales mais négligées. Nous plongerons dans diverses époques et régions, dévoilant ce que les salles de classe habituelles n'enseignent peut-être pas, tout en veillant à ce que notre voyage à travers l'histoire reste accessible à tous les publics. Numéro 1. L'impact du petit âge glaciaire sur l'histoire européenne. Souvent éclipsé par l'accent mis sur les bouleversements politiques et les révolutions culturelles, le petit âge glaciaire a eu de profondes répercussions sur la vie et les sociétés européennes. Entre environ 1300 et 1850 après Jésus-Christ, la température moyenne dans l'hémisphère nord a considérablement baissé. Cela a provoqué des changements spectaculaires dans les pratiques agricoles, les cultures traditionnelles ayant échoué, entraînant une augmentation de la culture du seigle et de l'orge. La rareté des céréales de climat chaud, comme le blé, a déclenché des périodes de famine, affectant la stabilité sociale. De plus, le refroidissement du climat a directement influencé l'art et la littérature de l'époque, inspirant des créations qui reflétaient le paysage glacial et la lutte pour la survie. Les peintures de cette période représentent souvent des scènes hivernales, en contraste saisissant avec les paysages fertiles observés dans les œuvres antérieures. En outre, la Tamise gelée s'est transformée à plusieurs reprises en lieu de fêtes populaires, les célèbres foires du gel. Il est à noter que le petit âge glaciaire a également contribué à réduire la présence viking au Groenland, le climat rigoureux ayant rendu leur mode de vie agricole insoutenable. Numéro 2. Les dents problématiques de Washington. George Washington, le premier président des États-Unis, est généralement représenté avec un visage stoïque, une perception qui dissimule ses années de problèmes de santé bucco-dentaires. Contrairement à la croyance populaire, Washington n'avait pas de dents en bois. Ses prothèses dentaires étaient fabriquées à partir d'une combinaison de matériaux, notamment de l'or, du plomb, de l'ivoire et même des dents provenant d'humains et d'animaux. Washington souffrait de problèmes dentaires depuis ses 20 ans, et au moment de prêter serment présidentiel, il ne lui restait qu'une seule dent naturelle. Ces problèmes dentaires lui ont causé un inconfort considérable et ont même modifié la forme de son visage. On pense que cet inconfort aurait influencé la brièveté relative de ses discours. Son discours d'investiture demeure le plus court de l'histoire des États-Unis. Ces problèmes dentaires ont également affecté sa vie personnelle et son image politique. Il préférait souvent garder le silence lors des rassemblements publics, ce qui lui a valu une réputation de personne distante. Ces anecdotes historiques sur Washington nous rappellent que même les grandes figures, Annie Figgett et Ekeye, sont aux prises avec des aspects banals mais essentiels de la santé humaine. Numéro 3. La Grande Guerre des émeus d'Australie. Si vous pensez que les guerres ne se déroulent qu'entre les humains, vous serez peut-être surpris par un conflit inhabituel qui s'est produit en Australie dans les années 1930, souvent appelé la Grande Guerre des émeus. Après la Première Guerre mondiale, l'Australie faisait face à une crise agricole, aggravée par un adversaire inattendu, les émeus. Ces grands oiseaux non volants migraient vers l'intérieur des terres à chaque saison de reproduction, et ils trouvaient particulièrement attrayantes les terres nouvellement cultivées des agriculteurs d'Australie occidentale, causant d'importants dégâts aux cultures. Exaspérés par l'escalade de la situation, les agriculteurs, dont beaucoup étaient d'anciens soldats, ont fait appel au gouvernement australien pour obtenir de l'aide. En réponse, le gouvernement a envoyé une petite force militaire armée de mitrailleuses pour tenter de réduire la population d'émeus. Cependant, les émeus, résilients et rapides, se sont révélés être des adversaires redoutables. Le tollé public concernant le traitement des oiseaux et le manque de succès des militaires ont entraîné le retrait de l'opération. Finalement, le gouvernement a opté pour un système de primes pour gérer la population d'émeus qui s'est avéré plus efficace. Cet épisode singulier de l'histoire australienne souligne les défis imprévus de la gestion agricole et du conflit homme-animal. Numéro 4. L'épidémie de danse de 1518. En juillet 1518, la ville de Strasbourg, aujourd'hui partie de la France, fut frappée par un phénomène déconcertant connu sous le nom de l'épidémie de danse. Tout commença avec une femme, Frau Trophéa, qui se mit à danser frénétiquement dans les rues. Pour une raison inexpliquée, sa gigue solitaire devint contagieuse, et en l'espace d'un mois, près de 400 citoyens furent saisis par cette irrépressible envie de danser. Cette folie dansante dura pendant des jours entiers, les personnes touchées s'écroulant d'épuisement et, dans certains cas graves, trouvant même la mort. Les explications de l'époque allaient du jugement divin à l'échauffement du sang. Les théories modernes suggèrent une hystérie collective ou l'ergotisme, une affection causée par la consommation de seigle contaminé par certains champignons, comme cause potentielle. Bien que la raison exacte demeure un mystère, l'épidémie de danse de 1518 constitue un exemple bizarre et fascinant de phénomène social et de psychologie humaine.
Elle souligne le rôle crucial du contexte, qu'il soit biologique, environnemental ou sociopolitique, dans la formation des événements historiques et du comportement humain. Numéro 5. La vie pas si glamour des pirates. La culture populaire dépeint souvent les pirates comme des aventuriers intrépides, sillonnant les mers à la recherche de trésors. La réalité était pourtant bien moins glorieuse. Bien que les pirates vivaient en marge des normes sociétales, leur existence était généralement marquée par les épreuves et une espérance de vie limitée. La vie à bord d'un navire pirate était une affaire dangereuse et insalubre, avec un accès restreint à la nourriture fraîche et à l'eau potable. Les maladies comme le scorbut, résultant d'une carence en vitamine C, étaient monnaie courante. De plus, les pirates étaient constamment exposés au risque de blessures mortelles lors des batailles, des tempêtes ou des naufrages. Les pirates pratiquaient une forme de démocratie à bord, où les capitaines et les quartiers-maîtres étaient élus par les membres d'équipage. Cela contrastait fortement avec la hiérarchie rigide des navires de guerre et marchands. Fait intéressant, les navires pirates disposaient également de systèmes d'assurance, offrant des indemnités en cas de blessure. Malgré les images romanesques de coffres au trésor et d'aventures exotiques, la réalité pour la plupart des pirates était une vie éprouvante en mer, se terminant généralement par une mort violente ou les travaux forcés. Cette mise au point apporte un éclairage supplémentaire sur la vie à cette époque et sur les circonstances qui ont poussé nombreux à choisir un mode de vie aussi difficile. Numéro 6. La genèse et la répression du calendrier grégorien. Le calendrier qu'utilise la majorité du monde aujourd'hui, connu sous le nom de calendrier grégorien, a été introduit par le pape Grégoire XIII en 1582. C'était une modification du calendrier julien, effectuée pour rapprocher la date de l'équinoxe de printemps du 21 mars, la date qu'il occupait à l'époque du concile de Nicée en 325. Cependant, le nouveau calendrier n'a pas été immédiatement accepté partout. Le changement a été initialement adopté principalement par les pays catholiques, tandis que les pays protestants et orthodoxes le considéraient avec méfiance, soupçonnant un complot catholique. La Grande-Bretagne et ses colonies, y compris les futurs États-Unis, n'ont pas adopté le calendrier grégorien avant 1752. En Russie, il n'a pas été adopté avant la révolution bolchevique en 1918. Cela a conduit à une situation singulière où différentes régions observaient des dates différentes au même moment. L'histoire de la mise en œuvre du calendrier grégorien est un cas fascinant de la façon dont les avancées scientifiques peuvent s'en mêler avec le scepticisme religieux et politique, et comment ces facteurs peuvent influencer l'acceptation de nouveaux systèmes et idées. Numéro 7. L'idée fausse sur la taille de Napoléon Bonaparte. L'histoire populaire dépeint souvent Napoléon Bonaparte, le célèbre empereur français, comme étant exceptionnellement petit. Cependant, cette caractérisation résulte largement d'un malentendu. On rapporte que Napoléon mesurait 5 pieds et 2 pouces à sa mort, mais cette mesure était en pieds français, pieds de roi, qui sont plus longs que les pieds anglais. En mesures anglaises, Napoléon mesurait environ 5 pieds et 7 pouces, ce qui était légèrement au-dessus de la taille moyenne des Français de son époque. Cette idée fausse a été davantage propagée par les caricatures britanniques de Napoléon, qui exagéraient souvent sa petite stature comme forme de moquerie. Bien qu'il s'agisse d'un détail apparemment mineur, cette perception erronée répandue de la taille de Napoléon nous rappelle comment les préjugés et les inexactitudes peuvent s'enraciner dans les récits historiques. Numéro 8. L'héritage caché du mont Rushmore. Le mont Rushmore, célèbre pour ses sculptures gigantesques de 4 présidents américains, recèle une histoire moins connue. Avant de devenir un symbole de l'héritage présidentiel américain, ce lieu était considéré comme sacré par la tribu amérindienne des Lakota Sioux et était connu sous le nom des Six Grands-Pères. Dans le traité de Fort Laramie en 1868, le gouvernement américain reconnaissait les Black Hills, où se trouve le mont Rushmore, comme faisant partie de la grande réserve Sioux. Cependant, la découverte d'or a provoqué un afflux de colons, et le gouvernement américain n'a pas respecté les termes du traité. La création du mont Rushmore est un sujet controversé, mettant en lumière les récits complexes et souvent négligés du patrimoine autochtone, des droits territoriaux et des monuments nationaux. Numéro 9. Le but originel de la Grande Muraille de Chine. La Grande Muraille de Chine est souvent associée à l'idée d'empêcher les envahisseurs, comme les Mongols, de pénétrer en Chine. Toutefois, son objectif initial n'était pas uniquement défensif. La muraille constituait également un moyen de réguler le commerce le long de la route. Pendant le règne de l'empereur Qin Shi Huang, vers 220 et 1 avant Jésus-Christ, les murs existants ont été reliés pour contrôler l'immigration et l'émigration et imposer des droits de douane sur les marchandises. Les postes de garde et les tours de guet le long de la muraille servaient de postes de douane, où les taxes pouvaient être prélevées auprès des commerçants. Bien que la muraille ait eu une fonction militaire, son rôle en tant que mécanisme de régulation du commerce reflète l'interaction complexe entre la sécurité, l'économie et le contrôle étatique dans les contextes historiques. Numéro 10. Le rôle incompris des Vikings.
Les Vikings, souvent dépeints comme des pilleurs brutaux venus du Nord arborant des casques à cornes, sont bien plus complexes que ne le suggère ce stéréotype. Si les Vikings se livraient effectivement à des raids, ils étaient également commerçants, explorateurs et colons. L'âge des Vikings, qui s'étend approximativement de l'an 800 à 1050 après Jésus-Christ, fut une période d'exploration considérable, durant laquelle les Vikings atteignirent des territoires aussi lointains que l'Amérique du Nord, bien avant Christophe Colomb. En outre, les découvertes archéologiques révèlent que les sociétés vikings possédaient un style artistique élaboré et pratiquaient l'agriculture et la pêche lorsqu'ils n'exploraient pas ou ne commerçaient pas. Les casques à cornes si communément associés aux Vikings ne sont qu'une invention du romantisme du 19e siècle. Les véritables casques vikings, selon les découvertes archéologiques, ne comportaient aucune corne. Numéro 11. L'histoire du ketchup. Le ketchup, un incontournable dans de nombreux foyers aujourd'hui, avait des origines bien différentes. Il n'est pas né aux États-Unis et n'avait pas la tomate comme ingrédient principal. La version originale était une préparation chinoise de poissons marinés et d'épices appelée Kait Siap. La sauce fut découverte par des explorateurs britanniques au 18e siècle qui rapportèrent l'idée en Grande-Bretagne. La version britannique incorporait des ingrédients comme les champignons, les noix et les huîtres. Les tomates ne furent ajoutées qu'au début du 19e siècle par des cuisiniers américains pour créer le ketchup que nous connaissons aujourd'hui. Cette histoire culinaire singulière illustre la nature changeante des échanges culturels et des adaptations. Numéro 12. La bibliothèque d'Alexandrie et la perte du savoir. La bibliothèque d'Alexandrie, dans l'Égypte antique, était l'une des plus grandes et des plus importantes bibliothèques du monde ancien. Elle possédait une collection impressionnante d'œuvres, avec des estimations allant de 40 000 à 400 000 rouleaux. La bibliothèque d'Alexandrie était plus qu'une vaste collection de parchemins. Elle était un symbole du savoir et de l'unité culturelle. Établie au 3e siècle avant notre ère à Alexandrie, en Égypte, la bibliothèque était l'un des plus grands et des plus célèbres centres d'apprentissage du monde antique. C'était un joyau de la civilisation hellénistique, attirant des érudits de tout le bassin méditerranéen qui venaient pour apprendre, écrire et participer aux débats intellectuels. À son apogée, on estime que la bibliothèque abritait des centaines de milliers de rouleaux, contenant des œuvres sur la philosophie, l'histoire, les mathématiques, l'astronomie et bien d'autres domaines. Cette vaste réserve de connaissances faisait de la bibliothèque un carrefour du progrès intellectuel, permettant la pollinisation croisée des idées et favorisant les avancées dans divers domaines d'études. Cependant, l'histoire révèle un destin tragique pour la bibliothèque. Elle a subi de multiples événements destructeurs, notamment des incendies pendant la guerre civile de Jules César en 48 avant notre ère, et d'éventuelles attaques lors d'émeutes religieuses et de conflits au cours des siècles suivants. Chaque événement a conduit à la perte d'innombrables rouleaux irremplaçables. Bien que la chronologie exacte et les causes de la destruction de la bibliothèque restent sujettes à débat parmi les historiens, il est admis que le coup fatal est venu avec l'avènement de l'Empire romain chrétien et le déclin subséquent des institutions païennes. La perte de la bibliothèque d'Alexandrie et de sa richesse en connaissances est l'une des grandes tragédies de l'histoire culturelle. Nous ne pouvons que spéculer sur le contenu des rouleaux perdus et le savoir potentiel qui a été effacé. La bibliothèque sert de rappel saisissant de l'impermanence même des plus grands dépositaires culturels, soulignant l'importance de préserver le savoir pour les générations futures. Toutefois, la bibliothèque a souffert de plusieurs événements destructeurs au fil des siècles, notamment des incendies et des attaques conduisant à la perte d'innombrables textes. Les causes exactes et les périodes de destruction demeurent des sujets de débat historiques. Cette perte catastrophique souligne la fragilité des dépositaires du savoir et met en évidence l'importance des efforts de préservation. La destruction de la bibliothèque symbolise également l'héritage intellectuel irremplaçable qui a été perdu, y compris des œuvres potentiellement uniques sur la philosophie, les sciences et les arts. L'histoire de la bibliothèque d'Alexandrie sert de rappel poignant à la fois de la soif de connaissance et de la perte dévastatrice que l'humanité peut subir avec la destruction de telles institutions. Numéro 14. L'histoire de la plomberie dans la Rome antique. L'une des plus grandes réalisations d'ingénierie des Romains était leur système complexe d'aqueducs et de plomberie. Contrairement à la croyance populaire, les Romains n'ont pas réellement inventé ce système, mais ils l'ont perfectionné, construisant de vastes réseaux de canalisation en plomb et en pierre, d'égouts et d'aqueducs. Les Romains étaient des pionniers dans le développement de systèmes sophistiqués pour la santé publique et l'assainissement, souvent salués comme l'une de leurs contributions les plus significatives à la civilisation. Le système de plomberie romain était incroyablement avancé pour son époque, témoignant de leurs compétences exceptionnelles en ingénierie. Les aqueducs, éléments impressionnants de l'architecture romaine, étaient donc des structures monumentales conçues pour transporter l'eau depuis des sources, parfois situées à des lieux, jusqu'aux cités et villes. Rome elle-même était alimentée par 11 aqueducs qui fournissaient de l'eau pour les thermes publics, les fontaines et les foyers privés. Cet approvisionnement en eau était crucial non seulement pour la consommation, mais aussi pour maintenir l'hygiène publique.
Les Romains ont également construit des réseaux d'égouts étendus, notamment le célèbre Cloaca Maxima, l'un des plus anciens systèmes d'égouts au monde. Ils déversaient les déchets dans le Tibre, améliorant considérablement la santé publique et en réduisant la propagation des maladies par l'eau contaminée. Fait intéressant, malgré ces avancées, les Romains avaient une compréhension quelque peu erronée des risques sanitaires liés à l'assainissement. Ils utilisaient des tuyaux en plomb dans leur système de plomberie, ignorant les effets nocifs du saturnisme. Certains historiens ont même émis l'hypothèse que cette utilisation généralisée du plomb aurait pu contribuer au déclin de l'Empire. Dans l'ensemble, le système de plomberie romain représente une tentative précoce et impressionnante d'un système de travaux publics et a grandement influencé les développements ultérieurs en matière d'infrastructures urbaines et de santé publique. Cependant, il fournit également une leçon importante sur les conséquences imprévues des avancées technologiques, compte tenu de leur utilisation du plomb dans les canalisations. Ces avancées ont permis aux Romains d'avoir des thermes publics, une plomberie intérieure et un système d'égout relativement efficace, contribuant à l'amélioration de la santé publique. Néanmoins, ce progrès avait ses inconvénients. L'utilisation de tuyaux en plomb a conduit certains historiens et scientifiques à supposer que le saturnisme aurait pu être un facteur contribuant au déclin de l'Empire romain. Numéro 15. L'invention accidentelle du four à micro-ondes. L'invention du four à micro-ondes fut un événement fortuit dans l'histoire de la technologie. En 1940, Percy Spencer, un ingénieur chez Raytheon, travaillait sur des dispositifs magnétrons pour les systèmes radars. Il remarqua qu'une barre de chocolat dans sa poche avait fondu alors qu'il se trouvait près des appareils, ce qui l'amena à étudier cette anomalie. Le micro-ondes, un appareil électroménager courant aujourd'hui, a une histoire d'origine étonnamment dramatique qui illustre le rôle du hasard dans la découverte scientifique et l'innovation. L'invention du four à micro-ondes n'était pas le résultat d'une recherche ciblée, mais plutôt un heureux accident. C'était pendant l'apogée de la Seconde Guerre mondiale qu'un ingénieur nommé Percy Spencer, travaillant chez Raytheon, une entreprise dédiée au développement des technologies de défense et aérospatiale, fit cette découverte par hasard. En 1945, Spencer travaillait sur un projet lié à la technologie radar. Raytheon était un leader dans la production de magnétrons, des dispositifs générant des ondes radio à chaude fréquence, composants cruciaux des systèmes radars. En travaillant sur ces appareils, Spencer vécut une expérience particulière. Il remarqua qu'une barre de chocolat dans sa poche avait fondu. Conséquence, réalisa-t-il, de l'exposition aux micro-ondes produites par le par le magnétron. Intrigué par cet événement, Spencer décida d'approfondir ses recherches. Il plaça des grains de maïs à proximité du magnétron et observa comme ils éclataient rapidement. Ensuite, il essaya avec un œuf qui finit par exploser au visage d'un de ses collègues en raison du chauffage rapide. Ces expériences confirmèrent que les micro-ondes émises par le magnétron pouvaient rapidement les aliments, menant au concept de la cuisson par micro-ondes. Cette découverte était révolutionnaire. Raytheon, reconnaissant le potentiel de cette découverte inattendue, déposa un brevet pour le procédé de cuisson par micro-ondes en 1945. Le premier four à micro-ondes commercialisé, surnommé le Radarange, fut lancé en 1947. Cependant, son adoption fut initialement limitée en raison de sa grande taille et de son coût élevé. Ce n'est qu'avec les améliorations ultérieures de la technologie permettant des modèles plus petits et plus abordables que le four à micro-ondes est devenu un appareil standard dans les foyers du monde entier. Spencer découvrit que le rayonnement micro-ondes émis par les appareils pouvait chauffer rapidement les aliments. Raytheon breveta la technologie et en 1947, le premier four à micro-ondes commercial, mesurant près de 2 mètres de haut et pesant 340 kg, fut présenté. C'est un témoignage des possibilités imprévues qui peuvent surgir dans le monde de la recherche scientifique. Numéro 16. Les véritables origines de Cléopâtre. Cléopâtre VII, la dernière souveraine active du royaume ptolémaïque d'Égypte, est souvent dépeinte comme une beauté égyptienne exotique. Cependant, Cléopâtre n'était pas ethniquement égyptienne, mais plutôt d'origine macédonienne grecque, une lignée remontant à Ptolémée Ier, un général d'Alexandre le Grand, qui devint le souverain d'Égypte après la mort d'Alexandre. Cléopâtre, contrairement à bon nombre de ses prédécesseurs ptolémaïques, a véritablement embrassé la culture égyptienne et fut, selon les récits, la première à apprendre la langue égyptienne. Elle est une figure fascinante qui a su mêler ses racines hellénistiques aux traditions égyptiennes, soulignant ainsi les complexités de l'identité culturelle dans les contextes historiques. Numéro 17. Les origines inattendues de la langue anglaise. L'anglais, devenu aujourd'hui une lingua franca mondiale, possède une histoire étonnamment diverse et complexe. Issu d'une fusion de langues et de dialectes connus sous le nom de vieil anglais ou anglo-saxon, ses racines remontent aux tribus germaniques du 5e et 6e siècle, les Angles, les Saxons et les Jutes, qui ont envahi la Grande-Bretagne. Cependant, l'anglais tel que nous le connaissons a commencé à prendre forme à la fin du 11e siècle, suite à la conquête normande de l'Angleterre. Les Normands ont apporté avec eux le vieux normand, ou l'ancien français,
qui a considérablement influencé le vocabulaire anglais, particulièrement les mots liés aux arts, au droit et à la gouvernance. Au cours des siècles suivants, l'anglais a continué d'emprunter massivement au latin, au grec et à d'autres langues. En outre, la colonisation et les pratiques commerciales de l'Empire britannique ont exposé l'anglais à de nombreuses langues à travers le monde, conduisant à davantage d'emprunts et d'influences. Il est fascinant de réaliser à quel point l'anglais, tant son vocabulaire que sa grammaire, est une mosaïque de différentes langues. Son évolution illustre parfaitement comment une langue n'est pas une entité isolée, mais un phénomène dynamique et évolutif qui reflète les interactions historiques, culturelles et sociales au fil du temps. Numéro 18. La méprise géographique de Christophe Colomb. Christophe Colomb est universellement connu pour son voyage de 1492, souvent attribué à tort comme la découverte des Amériques. En réalité, Colomb a pris la mer en croyant qu'il pouvait atteindre l'Asie en naviguant vers l'ouest depuis l'Europe. Ses calculs étaient fondés sur des erreurs concernant la taille de la Terre, sous-estimant considérablement sa circonférence. Lorsque Colomb est arrivé dans les Caraïbes, il était persuadé d'avoir atteint les Indes orientales, d'où l'appellation erronée indien donnée aux peuples autochtones qu'il a rencontrés. Ce n'est que plus tard, lors des explorations d'Amerigo Vespucci, que la notion de Nouveau Monde a commencé à circuler. La méprise de Colomb démontre que même les événements historiques les plus monumentaux peuvent donc découler d'erreurs. Cela souligne également comment ces erreurs, une fois propagées, peuvent façonner les perceptions et les récits pendant des siècles, comme l'illustre l'utilisation persistante du terme indien pour désigner les populations amérindiennes. Numéro 19. L'amour de Benjamin Franklin pour la dinde. Parmi les nombreuses facettes de la personnalité fascinante de Benjamin Franklin se trouvait son appréciation pour la dinde. Dans une lettre adressée à sa fille, Franklin exprimait sa préférence pour la dinde plutôt que l'aigle à tête blanche comme symbole national des États-Unis. Il considérait la dinde comme un oiseau courageux qui n'hésiterait pas à attaquer un grenadier de la garde britannique. Bien que l'on affirme souvent à tort que Franklin souhaitait faire de la dinde l'oiseau national, il éprouvait effectivement une admiration particulière pour celle-ci. Cette histoire insolite contribue à humaniser une figure monumentale de l'histoire et nous rappelle que les particularités personnelles peuvent souvent s'entremêler aux récits officiels. Numéro 20. Les méprises sur la Statue de la Liberté. La Statue de la Liberté, symbole emblématique de la liberté et de la démocratie, est souvent associée à l'immigration, principalement en raison de sa proximité avec Ellis Island, un point d'entrée historique pour les immigrants. Cependant, la statue était initialement destinée à représenter la liberté éclairant le monde, avec sa torche symbolisant les lumières et sa tablette portant la date de l'indépendance américaine. La statue était un cadeau de la France aux États-Unis, marquant le centenaire de l'indépendance américaine et célébrant l'amitié entre les deux nations. L'association avec l'immigration s'est popularisée grâce au poème d'Emma Lazarus, Le Nouveau Colosse, gravé sur le socle de la statue, qui caractérise la statue comme la mère des exilés. Le fascinant voyage à travers ces faits historiques méconnus souligne à quel point notre compréhension de l'histoire peut souvent être façonnée par des idées reçues, des exagérations ou des détails négligés. Cette exploration nous rappelle qu'il faut examiner les récits historiques d'un œil critique, en reconnaissant leur complexité et leurs différentes couches. Cela met en évidence que l'histoire n'est pas simplement un enregistrement statique du passé, mais un récit dynamique, constamment sujet à réinterprétation et réexamen. Alors que nous continuons d'apprendre, puissions-nous garder notre curiosité et notre ouverture d'esprit, favorisant ainsi une appréciation plus riche et plus profonde du passé commun du monde.